je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à 10h. J'ai demandé de passer le matin pour qu'il n'y ait personne et bah, c'est cool. Bonjour aussi, surtout à ceux auxquels je suis pas venu voir individuellement ce matin, parce que c'était un peu le... Il fallait se préparer. Donc moi je m'appelle Pierre-Olivier Chacun, vous pouvez m'appeler Époque sur les petites feuilles, c'est mes initiales, et plus fort, ok. Et donc je vais vous parler d'un retour d'expérience de ce que je fais actuellement. Et si la première question était ce titre est-il putaclic, la réponse est oui. Puisqu'on va pas spécialement bâcher ça, mais on va plutôt chercher à savoir ce qu'il y a intéressant dans tout ce phénomène-là. Alors qui je suis donc Pierre-Olivier Chacun, membre responsable BAFA d'Avenir Climatique, c'est une fois, membre de l'éminent pôle tripotage d'Avenir Climatique et représentant honoraire des gens qui sont là depuis trop longtemps. Donc je commence à avoir un peu roulé ma bosse maintenant. Et donc, ça, c'est ce que Guillaume Martin raconte sur mon travail. Et ça, c'est ce que je fais en vrai. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, qui je suis qu'est-ce que vous foutez là donc, l'histoire, c'est qu'en 2017, en décembre 2017, je change de poste et je passe d'un métier hyper technique où j'étais chargé d'études dans un domaine super précis de l'analyse environnementale, l'acoustique, à un poste de chargé de mission innovation dans un grand groupe. Et du coup, j'arrive dans ce milieu-là. J'ai mis 20 minutes à trouver la photo qui m'énervait le plus. Et donc, je passe d'un truc hyper technique avec des convictions climatiques, écolo et tout, à un peu une espèce de rendez-vous en terre inconnue. Et ben, va falloir comprendre tout ça. Alors, le poste, je l'ai accepté, vu que je suis là devant vous. Et je l'ai accepté pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai été vraiment séduit par le discours de la personne du directeur innovation, qui m'a dit, nous, l'innovation qu'on fait, c'est pas décidé par des comités théodules, par des top managers, c'est les gens, en fait. On part du principe que c'est les gens qui ont les bonnes idées, et on met en valeur les gens. Et donc ça m'a plu. Je l'ai vu aussi comme un défi et le moyen d'apprendre plein de trucs, de rencontrer plein de gens, donc ça c'est toujours cool. Et puis j'avais quand même en tête d'être l'espèce de casse-pied écolo-climat pour faire chier tout le monde sur ces sujets-là. Ça, j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Une bonne réputation du casse-couille dans l'entreprise. Donc c'est un premier critère de réussite. Après, je suis pas un bisounours non plus. Donc je sais ce que véhicule ce milieu-là et le domaine de l'innovation qui est très à la mode. Là, on parle de Startup Nation. Donc d'abord qu'il y a beaucoup d'effets de mode. Il y a beaucoup de gens qui disent faire de la blockchain alors qu'on ne fait pas tant que ça. Je sais que ça véhicule aussi tout un imaginaire de la win assez toxique. Donc méritocratie, réussite personnelle, normes d'internalité, tout ça. Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais... j'en étais conscient. Je sais que innovation veut dire pour beaucoup croissance, et croissance économique et croissance de la consommation de ressources. Et puis je sais aussi que innover, souvent, c'est pour supprimer des emplois. Donc j'essaye de ne pas me voiler la face. Je savais que j'allais avaler des couleuvres parce qu'une entreprise, donc je travaille chez EDF, je l'ai dit, une entreprise comme EDF, c'est très long à bouger, qu'il y a 70 ans de culture à changer et que je n'avais pas la prétention de le faire. Dernier point, je sais aussi que toutes les méthodes qui sont vendues comme innovantes aujourd'hui, enfin beaucoup de méthodes qui sont vendues comme innovantes aujourd'hui, ont été beaucoup récupérées du mouvement de l'animation, de l'éducation populaire dont je viens, du mouvement ouvrier aussi, récupérées par des consultants payés rubis sur l'ongle qui portent des Véjas. Et tout le monde regarde mes chaussures évidemment. Et donc en fait je me suis posé la question, qu'est-ce que nous on pourrait se réapproprier? Donc, le but du jeu c'était le capitalisme sait très bien récupérer des choses, mais qu'est-ce qu'on peut récupérer des méthodes qui sont véhiculées? Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un espèce de carnet de voyage de quelqu'un qui a fait une immersion de 2 ans en terre inconnue, qui a ramené des trucs dans sa valise, et je vous les propose. Je vous explique ce que j'ai compris. Je suis complètement autodidacte, j'ai pas eu de formation sur ça. J'ai beaucoup lu, mais j'ai pas été formé. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai découvert des choses, j'en découvre encore. Et je vous ramène des trucs, je vous explique ce que j'ai compris. Je vous donne quelques pistes de à quoi ça peut servir. Et puis on en discute en espérant que je ne sois pas trop long pour qu'on puisse en débattre.
Okay, c'est ça le contrat aujourd'hui. Alors, juste un petit point sur l'innovation. À votre avis, la différence entre les deux trucs, c'est... Donc ça c'est une roue, ça c'est une brouette. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a une innovation là-dedans? La roue ou la brouette? La brouette. Yes. Alors si on reprend l'étymologie, inventer, ça vient d'une... L'étymologie nous informe que ça vient de... C'est l'action de trouver. Alors que innover, c'est l'action de renouveler, de changer, d'inventer aussi, mais surtout d'apparaître et de changer les choses, de changer l'état de fait. Et donc c'est un terme qui était à la base juridique, mais surtout c'est un terme qui était péjoratif au départ. Innover, c'était relou parce que ça changeait leur état de fait. Alors ce que nous dit Joseph, c'est que si l'invention signifie la conception d'une nouveauté, l'innovation c'est l'introduction d'une invention qui a été trouvée précédemment dans l'environnement social. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'une invention, c'est une innovation, pardon, c'est une invention qui a trouvé un marché. Mais en fait, ça, c'est une vision très néolibérale de la chose. En fait, le marché n'est qu'une forme d'environnement social. Par exemple, tout ça, c'est des inventions concernant la mobilité douce. Est-ce qu'à votre avis, ce sont des innovations? Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce qu'on les voit partout, ainsi de suite? Je ne crois pas. Moi j'aime bien celui-là. Oui, mais ça c'est une œuvre d'art. Ouais, c'est une œuvre d'art. Ouais. Et donc pour illustrer ça, par exemple, il y a le cas très connu. Donc toutes ces choses-là, est-ce que vous connaissez le point commun entre toutes ces choses-là? Entre la technologie Ethernet, la souris, l'interface graphique, l'imprimante, l'écran tactile. Fourni par l'armée. Fourni par l'armée. Tout ça, ça a été inventé au même endroit, dans les locaux de Xerox à Palo Alto. C'était les rois de l'invention, les mecs. Ils ont inventé tout ce qui fait l'ordinateur moderne, les tablettes, ainsi de suite. Et un jour, ils montrent ce truc-là à un jeune ingénieur en 1979, ce qui ressemble vachement à ce qu'on a, un ordinateur personnel de bureau. Et 5 ans plus tard, il y a ça qui sort. Ça, ce sont des inventions. Steve Jobs les a transformées en innovation. C'est-à-dire qu'il leur a trouvé... Steve Jobs, c'est le roi pour récupérer des trucs, des inventions des autres, et les transformer en innovation parce que... Alors lui, il leur trouve un marché, mais du coup, il y a une irruption de ces inventions-là dans le champ social. Donc ça, c'était la première chose, c'est voir l'innovation non pas comme simplement du progrès technique, mais comme un phénomène social. Et une autre chose que j'ai découvert récemment et que je voulais partager avec vous, c'est que l'innovation, ça ferme le champ des possibles. Pour en revenir à la brouette, ceci est une brouette chinoise. La brouette chinoise n'est pas une position du Kama Sutra. Et en fait, cette brouette est beaucoup plus efficace que les brouettes qu'on a vu, que je vous ai montré tout à l'heure en Afrique. Pourquoi? Parce que les brouettes occidentales où la roue est devant, en fait la roue porte 50% de la masse, le porteur ou la porteuse porte 50% de la masse, et on doit à la fois porter et pousser. Sur ces brouettes-là, la roue porte 100% et il n'y a plus qu'à pousser. La question, c'est que les Occidentaux, ils sont forcément allés en Chine et ils ont forcément vu des brouettes comme ça. Et il y en a au moins un qui en a poussé une, ou qui a compris, enfin qui s'est rendu compte que c'était quand même vachement pratique. La question, c'est pourquoi nos brouettes en Occident, qui sont clairement sous-optimales, elles sont moins pratiques, pourquoi on n'a pas pris ce modèle-là? Et donc, une des explications possibles, c'est que c'est la dépendance au chemin qui produit des innovations de proche en proche. Donc, si j'imagine que j'ai une première idée bleue, là, et que ça, c'est tout le champ des possibles. C'est-à-dire que c'est à partir de l'idée bleue, c'est toutes les idées que je pourrais avoir en modifiant des trucs, en s'inspirant, ainsi de suite. À partir du moment où j'ai validé celle-là, c'est-à-dire que c'est celle-là qui devient une innovation, en fait, naturellement, j'invalide le reste et du coup, elles apparaissent même plus dans mon champ des possibles. Donc ça se trouve, la brouette chinoise, elle était là. Mais comme on est passé par cette branche-là, on ne la verra plus jamais.
Et un des exemples que j'ai trouvé assez chouette dans la vidéo, donc qui était cité dans les slides que je vous invite à regarder, c'est l'exemple de la hache. Donc la hache, c'est un truc qu'on sait faire depuis le paléolithique. C'est tout con, hein, c'est un manche avec un gros truc tranchant au bout. Et le but du jeu, quand on veut couper des rondins, c'est d'écarter les fibres des rondins en mettant le plus vite possible le bout tranchant dans le rondin pour écarter les fibres. Donc on pourrait croire que la hache, ça va, c'est maîtrisé, on a fait le tour de la question. Et bien en fait, dans les années 2000, il y a un mec qui a réinventé la hache. Il a inventé ce truc-là. Donc la hache, le but du jeu, c'est de faire venir avec beaucoup d'énergie cinétique un truc qui va pénétrer dans le bois pour écarter les fibres. Le problème, c'est que il faut être vachement costaud. C'est pour ça que c'est souvent c'est Charles Ingalls qui il est plus costaud que Laura. Donc c'est Charles Ingalls qui coupe du bois dans la petite maison dans la prairie. Et surtout, c'est hyper dangereux parce que si on rip, il y a un machin coupant avec beaucoup d'énergie cinétique qui part en biais, donc c'est dangereux. Donc ce truc-là, il est malin parce qu'en fait, ça s'élargit très très vite. Du coup, ça ralentit dans la bûche. Et comme c'est stoppé, il y a un petit contrepoids sur le côté qui fait basculer la hache. Et du coup, ça crée un levier. Et un levier, c'est vachement efficace pour couper du bois. Donc ça marche comme ça. Hop, on plante. Le levier, le contrepoids fait levier et on découpe des rondins à la vitesse de l'espace. Ça, c'est juste un petit point sur le côté innovation comme objet social. Et maintenant, je vais commencer les gros mots. Alors, design thinking, premier gros mot, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, j'ai commencé par vous présenter le concept de Shin-Dogu, qui est super. Donc un Shin-Dogu, c'est l'art japonais d'inventer des trucs qui sont en apparence utiles, mais totalement inutilisables. Genre ça. Donc là, j'ai un petit panel, j'ai essayé de trouver à quoi ça sert tout ça. Ça, c'est pour te faire gratter là où tu as besoin. Pas du tout ça. C'est pas les mêmes trucs. C'est pas les mêmes trucs. Donc ça, j'ai entendu, c'est quoi, Clarisse ? C'est pour te faire gratter là où tu en as besoin. C'est ça. Ça, c'est... Quelqu'un a une idée pour la suite ? C'est un couteau suisse de jardinier. C'est un couteau suisse de jardinier. Donc on le voit pas parce que c'est sombre, mais le mec, il a un truc énorme. Ah, ça c'est pour pas mettre ton sérum fille à côté. C'est ça, c'est pour mettre du sérum tout seul. Et puis le dernier, c'est une pelle et balayette chaussures. Donc je trouve ça assez magique. Généralement, c'est un concept qui est souvent utilisé pour introduire donc, ce qui est le design thinking ou la pensée design. C'est tout simple. C'est juste un ensemble de méthodes et d'outils qui permettent d'aborder des problèmes, des projets, de l'innovation avec l'approche qu'aurait un designer. Par exemple, un outil que je trouve assez intéressant, qui est l'affordance. Donc l'affordance, qui est un mot anglais francisé, c'est la capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation par sa forme. Et un exemple, pour que vous compreniez, c'est ça. 3 portes, une où la poignée se tourne, une où la poignée se tire, et une où ça se pousse. Il n'y a pas besoin de marquer tirer, pousser, il y a juste besoin de mettre la bonne poignée. Pour vous expliquer vite fait en quoi ça correspond le cycle de base, c'est très facile de trouver ce genre de schéma sur internet. J'ai pris le premier en français que j'ai trouvé. L'idée, c'est de commencer par une phase d'empathie, d'exploration. Donc généralement, les designers, ils vont sur le terrain avec papier, stylo, ils prennent des notes. J'ai entendu parler de gens qui devaient redesigner des cuisines adaptées aux personnes âgées. Ils se sont mis dans un coin de la cuisine des personnes âgées, ils ont regardé tout ce qu'ils identifiaient comme dysfonctionnement et ce qui gênait les personnes dans leur cuisine. Ensuite, le problème est défini. Ensuite, il y a une génération d'idées. Alors généralement, ces deux parties-là sont... Enfin, quand on n'a pas le temps, en fait, c'est ces parties-là qui sont les plus importantes qu'on fait par an. Le problème est défini. On génère des idées, on génère des prototypes à partir des hypothèses qu'on a fait des idées. Ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert, c'est que le prototype sert à invalider des hypothèses. Donc, prototype qu'on teste, et une fois qu'on est d'accord sur le projet, on peut développer et industrialiser.
chaque phase est évidemment importante, et ce qui est très important, c'est ça, c'est être capable de revenir en arrière. Et en fait, c'est itératif. Typiquement, le test prototype idéation, en fait, ça peut être une boucle infinie. Des fois, je vous conseille de faire jusqu'à 10 itérations pour aller. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a expérimenté ça, qu'on a vécu ça, en fait, c'est la pilule bleue dans Matrix, c'est-à-dire qu'on ne peut ne plus voir la prise en compte de l'utilisateur dans les développements, les idées. Et donc, moi aujourd'hui, je me désole de voir à quel point ce qu'on nous propose au quotidien n'est pas conçu pour un utilisateur pour des raisons la raison très bête, c'est que les gens n'ont pas interrogé. Même les idées des gens, c'est-à-dire inventer les choses avec les gens qui vont s'en servir. Et un exemple que je trouve assez élégant pour ça, c'est la ligne de désir. Donc je m'excuse auparavant de mes amis urbanistes si je dis des bêtises, mais ils pourront corriger à l'apéro. La ligne de désir, c'est un principe d'urbaniste que je trouve assez poétique. C'est les sentiers tracés graduellement par l'érosion suite au passage de piétons, de cyclistes. Donc c'est des chemins qui n'étaient pas prévus au départ, mais c'est l'usage en fait qui va faire que ce chemin apparaît. Typiquement, c'est ça. Voilà. Il y avait une chicane vélo et en fait tout le monde fait le tour. Et généralement, donc, la présence de lignes de désir, c'est un aménagement urbain qui a été mal conçu. Généralement, quand il y a ça, il y a deux pratiques qui peuvent être faites. La première, c'est j'interdis le passage. Et la deuxième, qui me semble plus maligne, c'est que je me dis, en fait, c'est là qu'il fallait faire le chemin. Et donc, le chemin aujourd'hui, c'est ça. Et en Finlande, par exemple, ils regardent les chutes de neige et où est-ce que les voitures sont passées. Et donc, par exemple, en bleu, c'est la route qui a été tracée. Et en fait, on se rend compte que les voitures, elles n'utilisent que ça. Donc ça, tout ça, on peut en faire un bout de trottoir supplémentaire. Et dans certains parcs, les urbanistes, en fait, ils attendent les premières neiges, ils attendent midi, ils y vont, puis ils voient où les chemins ont été tracés, et puis maintenant, ça va être ça le chemin. C'est ça qu'on va d'aller. Donc ça, je trouvais ça assez poétique et assez intéressant de vous partager ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on sauve le monde avec ça? Ça se voit peut-être pas, mais il a une bonbonne de flat là. Ça me semblait assez important comme principe parce que il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont dans la recherche de solutions, dans la recherche d'alternatives, et il faut que ces alternatives, en fait, elles aient été suffisamment bien conçues pour qu'elles soient utilisées par les usagers. Et je pense notamment à tout ce qui est filière de recyclage, filière de tri, filière de réparation. Si la réparation c'est relou, ça ne marchera jamais, à mon avis. Sauf que le jour où on sera contraint. Mais le jour où on sera contraint, à mon avis, ce sera trop tard. Donc, je vais faire très plaisir à Clarisse en disant ça, en disant qu'il faut écouter les designers. Ça, c'était mon premier sujet. Mon deuxième gros mot, c'est l'effectuation. Super. L'effectuation, alors c'est un truc de théorie managériale très à la mode. Mais je trouve que c'est une grille d'analyse et de pensée assez intéressante. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Imaginez que vous avez des gens qui viennent à la maison ce soir et vous devez faire la cuisine. Et là, il y a deux approches. La première approche, c'est je vais prendre un livre de cuisine, je vais voir ce qu'il y a dans le livre de cuisine, je vais faire une liste de courses, je vais acheter et je vais faire ça. Je vais faire ma cuisine, enfin mon repas à partir d'ingrédients que je vais acheter exprès. Et une deuxième approche, c'est je vais regarder ce que j'ai dans mon frigo et je vais composer mon menu en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Et éventuellement, je vais dire à mes potes de ramener le dessert. Donc je vais aussi profiter de la surprise parce que je ne sais pas ce qu'il y a. L'approche de gauche, c'est l'approche classique de conception du cycle en V. On fait un recueil de besoins, on conçoit, puis à la fin on teste si ça correspond toujours aux besoins. L'approche de droite est effectuation, c'est souvent sous-titré comment réfléchissent les entrepreneurs, comment sont câblés les entrepreneurs. Et donc l'approche de gauche est appelée causale et l'approche de droite effectuelle. Donc c'est peut-être des mots un peu moches parce que c'est sûrement de l'anglais francisé aussi. En fait, on s'en fiche des mots, ce qui est intéressant, c'est plutôt les exemples. Donc il y a 5 grands principes
à l'effectuation que je vais détailler un par un et avec éventuellement des exemples. Le premier, c'est faites avec ce que vous avez. Donc ça, c'est typiquement un frigo. Et je vais l'illustrer par l'exemple de Michel et Augustin. Tout le monde connaît Michel et Augustin. Donc ils font des gâteaux et au début ils faisaient ça dans leur cuisine, puis un jour ils ont beaucoup, enfin ils avaient un carnet de commandes bien plein et la cuisine ne suffisait plus et ils ont commencé à aller voir des banquiers pour dire bah, on a besoin de louer des locaux, d'acheter un laboratoire, ainsi de suite, et c'était très cher et ils se sont rendus compte en fait en regardant autour d'eux que le boulanger en bas de chez eux le lundi il n'était pas ouvert et donc ils ont demandé s'ils pouvaient emprunter les locaux du boulanger plutôt que d'aller voir un banquier et de s'inscrire dans un schéma somme toute classique. Donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main. Le deuxième principe, c'est raisonner en perte acceptable. Sachant que, vous allez comprendre pourquoi je mets ça, sachant que perte acceptable, ça peut être du temps perdu, de l'argent perdu. Donc, alors que dans l'approche causale, donc le frigo de gauche, c'est plutôt le banquier qui va dire ok, ton affaire c'est cool, mais combien ça me rapporte? C'est plutôt une logique de cascadeur. Le cascadeur, il se dit, tout ça, c'est les zones de trucs que je peux faire et dans lesquelles je ne meurs pas. Donc ça veut dire que c'est l'espace où je peux évoluer, mon terrain de jeu. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans comme cascade? Donc c'est plutôt cette approche-là qui... Donc le deuxième principe, c'est ça, raisonner en perte acceptable. Le troisième, c'est construire un patchwork flou. Alors c'est un peu naze comme une phrase, je trouve. L'idée, c'est de ne pas hésiter à associer des gens le plus tôt possible. Si vous allez, c'est co-construire avec les gens qui vont être les usagers de vos solutions, c'est profiter, tirer parti des opportunités de co-construction de vos solutions. Je vais donner un exemple. Moi, je considère que les projets d'avenir climatique sont conçus comme ça depuis toujours, parce qu'on n'a pas de thunes, du coup, on fait avec ce qu'on a. Et là, typiquement, c'est ok, bah, quand l'académie s'est dotée d'une partie sciences cognitives, ainsi de suite, c'est parce qu'on avait quelqu'un qui savait faire des sciences cognitives. Le quatrième, c'est tirer parti des surprises. Alors, la limonade, parce que ça part d'un proverbe anglais qui dit si on vous file des citrons, faites de la limonade. Et voilà, tirer parti des opportunités et des surprises. Et puis le dernier que je trouve assez intéressant, c'est être le pilote dans l'avion. Alors que dans le frigo de gauche, on va se dire, vu qu'on peut prévoir le futur, on n'a pas besoin de le contrôler. Dans la partie de droite, on va se dire, vu que je peux contrôler le futur, j'ai pas besoin de le prévoir. Et du coup, on évite de perdre du temps en prévision, en business plan, et ainsi de suite. Et en fait, tous ces principes-là, vous avez vu, ils s'appellent les uns les autres. C'est parce que je sais que je peux contrôler, que je peux tirer des parties des surprises sereinement, et ainsi de suite. Alors, à quoi ça sert tout ça? Je trouve hyper intéressant. Ouais, c'est la dernière promis. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme système de pensée pour réinterroger la frugalité, la sobriété, de faire avec ce qu'on a et bah, typiquement le projet de l'académie, parce que pour moi, les projets d'avenir climatique ont vraiment été conçus comme ça. On ne s'est pas posé la question. Je trouve qu'on n'est pas tombé dans le piège de certaines assos qui vont chercher de l'argent et donc qui prennent des salariés, qui passent la moitié de leur temps à trouver leur propre salaire, parce qu'on a d'abord fait avec ce qu'on a. Et ça interroge beaucoup l'imaginaire de la consommation, je trouve, au moins ce principe-là. Voilà. J'en ai fini avec ça et je vous laisse avec ça qui est mon quotidien. Et je sais pas, il doit rester 20-25 minutes. Et du coup, bah, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je prends et on en discute.